Bienvenue dans cette cinquième vidéo sur le domaine continental et ses dynamiques. Nous sommes toujours dans le chapitre de l'épaississement crustal. Nous avons déjà identifié, grâce au modèle de Airy, qu'il y avait une racine crustale, qu'il y avait des reliefs qui se produisaient au niveau des montagnes, notamment un épaississement par en dessous aussi. Et la deuxième, c'est que nous avons ensuite identifié le fait qu'effectivement ces reliefs étaient constitués de couches qui s'empilaient les unes sur les autres, ou de plis qui provoquaient cet épaississement et cet enfoncement avec création d'une racine crustale. Eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tous ces phénomènes qui se produisent ne produisent pas aussi des changements au niveau des roches? Et effectivement, on va pouvoir, si effectivement c'est ce qu'il se passe, on va chercher un certain nombre d'indices au niveau pétrographique pour montrer qu'il existe cette, ce phénomène de raccourcissement a produit des modifications, ce qu'on va appeler un métamorphisme. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est on va utiliser les éléments qui se trouvent dans le manuel Nathan, page 132, 133, et la question intéressante qui est posée, c'est quelles sont les caractéristiques d'une transformation métamorphique? Eh bien, la première chose qu'on voit ici, si on regarde la roche, c'est que par rapport à un granit, par exemple, c'est qu'effectivement cette roche, elle est foliée. Elle a des alignements à la fois blancs, à la fois noirs, réguliers, à peu près réguliers. Donc les alignements blancs qu'on va appeler des leucosomes et noirs qu'on va appeler des mélanosomes. La deuxième chose, c'est que si on passe en mode microscopique, eh bien on va retrouver ces alignements, où on va retrouver du quartz, euh, probablement aussi des feldspaths qu'on voit moins bien ici, et puis ces grands alignements de biotite, de mica noir. Et c'est en fait ces mica noirs qu'on retrouvait ici qui formaient les mélanosomes. Troisième chose qu'on va retrouver au niveau de la lame du microscope, ce sont de nouveaux minéraux, c'est-à-dire qu'on avait un minéral qui ressemble beaucoup au granit, qui n'y ressemble plus beaucoup parce qu'il y a eu un changement spatial avec ses foliations, mais néanmoins on voit aussi apparaître de nouveaux minéraux. Par exemple, ici, on va voir apparaître euh, dans un premier temps le distène, et en couronne autour, on va voir apparaître un autre minéral qui s'appelle la silimanite, qui est plutôt en forme de cheveux par rapport au distène qu'on verra un petit peu plus tard. Donc on observe l'apparition de nouveaux minéraux. Ces nouveaux minéraux peuvent apparaître les uns après les autres, et notamment apparaissent souvent en couronne autour du minéral précédent sur lequel il est en train d'évoluer. Bien, donc la conclusion est un réaménagement spatial, ça c'est le métamorphisme, et puis une modification de la composition minéralogique qu'on va appeler une paragénèse. Ici, dans ce métamorphisme qu'on va aborder ici, qui est en lien avec les phénomènes de collision, de raccourcissement crustaux, eh bien, on a beaucoup de minéraux qui sont autour de cette famille qu'on appelle les silicates d'alumine, dans lequel on va retrouver trois minéraux qu'on va étudier de manière plus approfondie. Donc le métamorphisme par définition, donc c'est bien une transformation de roche. La roche reste à l'état solide, elle ne se liquéfie pas, ça c'est le métamorphisme. La deuxième, les principales contraintes sont la température et la pression, parfois l'eau peut jouer aussi un rôle important dans ce qu'on appelle le métamorphisme hydrothermal, mais on y reviendra aussi. Christian Nicolet nous a présenté un document, vous présente un document qui est intéressant, qui montre bien que si on prend un minéral A et un minéral B, eh bien l'évolution, donc qui sont dans un protolithe c'est la roche qui va servir, qui va évoluer, qui est la roche initiale, eh bien ce protolithe va, sous l'influence de la pression et de la température, avoir un métamorphisme, et ce métamorphisme va démarrer en auréole autour, par exemple, du cristal ou du minéral B. Et au fur et à mesure, eh bien, dans le temps, eh bien, le minéral B, par exemple, va être totalement transformé en minéral C. L'avantage de ce phénomène, c'est qu'il est très, 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 très lent, ce qui fait que certaines roches qu'on va pouvoir voir à un moment donné à l'affleurement, qui vont remonter à la surface, beaucoup plus rapidement que l'évolution minéralogique de métamorphisme, hein. La géologie, ce sont des centaines, voire des millions d'années
pour faire voir évoluer un objet, eh bien, on peut voir de temps en temps des éléments comme celui-ci, c'est-à-dire à la fois du A, à la fois du C et à la fois du B. Donc c'est toujours très intéressant. En tout cas, toujours le principe, c'est que c'est souvent une réaction entre, par exemple, le A et le B qui va donner le C. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme d'auréole. Exemple ici, où vous avez du pyroxène et autour de la glaucophane. Ici, vous avez une jadéite. Ici, vous avez qui se produit dans une éclogite. Par exemple, un élément qui est assez fréquent, c'est par exemple le quartz qui va réagir avec la biotite, enfin la muscovite, c'est-à-dire le mica, et qui va donner des feldspaths potassiques, plus ce fameux silicate d'alumine qu'on appelle l'andalousite, plus de l'eau. Donc voilà un exemple, et il y en a plein d'autres, qu'on reverra peut-être de manière non détaillée, parce qu'il ne faut pas le détailler. Ce sont des éléments qui vous seront donnés si jamais vous avez à travailler euh, en termes de réflexion au bac. On vous donnera les différentes formules pour que vous puissiez expliquer un certain nombre de phénomènes. Bien, la question c'est replacer sur un diagramme PET les formations et puis expliquer d'où vient le protolithe et comment il évolue. Voilà un diagramme pression-température. Il faut commencer à vous habituer, c'est un élément clé de tout ce qu'on va parler dans les métamorphismes aujourd'hui et dans d'autres vidéos. Donc comment on le construit? On le construit d'une part ici en abscisse la température, et ici en ordonnée inversée, donc c'est-à-dire plutôt vers le bas, mais parfois vous verrez des diagrammes où c'est plutôt vers le haut. En tout cas, toujours est-il que voilà, on va monter jusqu'à 1000 degrés ici au niveau de la température, et on va descendre jusqu'à 75 km de profondeur, qui correspondent environ à une pression d'environ 2 gigapascales. À titre indicatif, et on verra ça parce que ça va nous donner une indication par rapport au silicate d'alumine, globalement vers 20 km, 15 à 18 km, on a 0,5 gigapascal de pression. Bien sûr, à notre niveau, nous avons une pression de 1 bar. Voilà ce que ça donne, à environ 0,5. Bien sûr, un document à ne pas reconnaître, à ne pas refaire par cœur, mais à connaître. Aux environs de 550 degrés et 0,5 gigapascal, on obtient le point triple. Ça s'appelle un domaine de stabilité des silicates d'alumine. Ça veut dire que l'andalousite, elle est stable sur ce domaine de température et de pression. Donc ça veut dire que l'andalousite, elle est plutôt stable pour une pression plutôt faible avec une température moyenne. Faible, bien sûr, à la température, à la pression, c'est bon. Le distène, lui, en revanche, sera plutôt stable dans des pressions plus élevées et des températures moyennes. Et enfin, la silimanite va être plutôt stable dans des températures élevées. Voilà. Et bien sûr, le trait rouge représente la transition vers l'un ou l'autre de ces minéraux. On verra tout à l'heure qu'il y a plein de zones de transition, plein de seuils dans ces diagrammes. L'idée, c'est pas que d'un seul coup l'Andalousie devienne de la silimanite, mais elle va évoluer vers la silimanite, progressivement. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir du distène encore dans une roche, alors qu'il y avait déjà apparition de silimanite. Donc ça veut dire que cette roche, elle est dans la transition vers la silimanite. Et que, effectivement, d'ici quelques centaines ou millions d'années, il n'y aura plus de distène. Donc voilà, la lecture d'un diagramme. Je vous laisserai lire tranquillement cet élément s'il y a besoin, on en a déjà parlé. Le très important, c'est que ce sont des éléments de variation très lente qui fait qu'effectivement, de temps en temps, on peut reconstruire l'histoire d'une roche parce qu'il reste les anciens minéraux qui sont encore en train d'évoluer, mais qui n'ont pas complètement évolué. Eh bien, pour répondre à la question 2, comment évolue la roche? Eh bien, elle évolue d'abord, on va dire que comme c'est une roche qui est généralement d'origine granitique, les gneiss sont d'origine granitique, elles sont à pression et température ambiante. Ensuite, on a vu apparaître du distène et la formation de gneiss, donc on va la situer plutôt dans cette zone-là. On peut la mettre là, on peut la mettre là, bien sûr, mais on va la mettre au milieu environ pour garder une cohérence. Puis apparition de la silimanite, ça veut dire que la roche a subi une élévation de température qui l'a amené à passer le seuil, la limite entre distène et silimanite, et l'a fait apparaître de la silimanite. Enfin, cette roche
elle est rapidement revenue, entre guillemets, en arrière, elle est revenue à l'affleurement. Et quand on réfléchit aujourd'hui, normalement, elle devrait, au fur et à mesure des prochaines années, des millions d'années qui viennent, revenir à un stade initial. Et ça, c'est une autre histoire. En tout cas, toujours est-il que nous, on la récupère au moment où elle a subi environ un métamorphisme de 0,304 gigapascal, pardon, et d'environ 600 degrés. Voilà l'histoire de cette roche. Ici, cette roche a subi, et c'est ce qu'on va repérer, ce qu'on appelle un métamorphisme de collision, qu'on va appeler basse pression, haute température, et qu'on va à peu près identifier dans cette zone-là. Les roches qui sont issues d'un relief, de raccourcissement cristal, de chevauchement, vont être dans ce métamorphisme dit de collision. Basse pression, bien sûr la pression n'est pas négligeable mais elle est plutôt basse, et c'est surtout la température qui sert de contrainte la plus forte. Et enfin pour terminer, on vous présente en troisième question une roche dans laquelle on va voir un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de type granitique, tout à côté, soudés en cohérence avec d'autres éléments qui ressemblent au gneiss qu'on a déjà vu depuis tout à l'heure. Donc on a un mélange d'une roche qui a visiblement s'est réorganisée, qui est issue d'une fusion partielle, qui s'est cristallisée, et une roche qui était dans un processus de métamorphisme. Et bien ça, on va appeler ça des migmatites. Et les migmatites, si on considère que le granit est issu d'une fusion partielle avec cristallisation fractionnée, comme toutes les roches grenues, comme toutes les roches homogènes et grenues, eh bien probablement qu'elle a été subie, que le gneiss a subi un début de fusion. Ça veut dire que certaines parties du gneiss n'ont pas encore été cuites, fusionnées, pardon, et d'autres ont subi la fusion. C'est ce qui explique les migmatites. Et donc, si on veut compléter, on va compléter avec l'apparition de la migmatite ici, au niveau de la natexie. Alors, il y a des petites erreurs au niveau de la représentation du début du schéma, mais en tout cas, on arrive bien au passage ici de la fusion partielle avec anatexie. L'important est bien de noter que la migmatite se situe au-delà de cette limite de la fusion partielle. On voit que le granit, en fonction de la profondeur, mais en tout cas le granit, commence à passer en fusion, ou en tout cas le gneiss ou le granit commence à passer en fusion partielle vers 800 degrés. On verra tout à l'heure que la péridotite c'est au-delà. Et en tout cas, on est passé au-delà de la natexie, et puis après, bien sûr, cette roche s'est retrouvée à l'affleurement. Voilà d'autres types de migmatites où on voit bien ici une roche très abîmée qui a fondu partiellement, où la partie fondue est devenue du granit, et la partie non fondue est restée sous forme de gneiss. Cette roche a subi une très forte température, ce qui fait qu'elle est devenue beaucoup plus malléable, et elle s'est tordue en petits. On voit bien, c'est typique d'une roche de type migmatite. Ici encore une migmatite, ici encore une migmatite avec euh, la partie gneissique et la partie granitique. Donc l'anatexie, c'est une fusion partielle des roches de la croûte. Au-delà d'une certaine limite de hausse de température, la roche passe en fusion, et donc une partie de la roche peut se retrouver en partie granitique et en partie non encore fondue, gneissique. Et il est possible que une grosse zone de cette zone gneissique, de cette croûte continentale qui est en train de passer en fusion partielle, passe en fusion de manière large. Ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver à ce moment-là des granites d'anatexie qui peuvent faire plusieurs kilomètres de largeur. Donc ces granites qu'on va retrouver après à l'érosion et qui sont issus d'une fusion partielle de croûte continentale. On reverra plus tard, puisqu'on a vu que ce diagramme dans le manuel comprenait aussi une autre partie, eh bien on verra qu'il existe un autre type de métamorphisme, qui est un métamorphisme dit de haute pression, puisque c'est la pression qui va être l'élément clé de contrainte.
Cette partie-là est appelée jamais, condition jamais réalisée dans la nature. Effectivement, le fait qu'il y ait une augmentation de pression ne peut être dû qu'à une descente dans les profondeurs de la Terre, parce que la pression, elle est liée après à l'accumulation de roches au-dessus. Et plus on va vers le centre de la Terre, on verra ça avec le géotherme, plus la température augmente. Donc il n'est pas possible que la pression augmente sans augmentation significative de la température. Donc ici, ça n'existe pas. Donc toutes les roches vont se retrouver dans cette zone-là. Autre exemple de diagramme PT, on en parlait tout à l'heure. Vous retrouvez ici le diagramme des silicates d'alumine, mais vous voyez que les géologues, dans leur laboratoire, ont pu tester tout un tas de réactions qui permettent d'expliquer, de modéliser euh, un certain nombre de minéraux qu'on va retrouver et qui permettent de faire le lien entre la profondeur, la température et le type de minéraux qu'on retrouve. Donc voilà, qui explique à peu près, vous voyez, vous comprenez pourquoi aussi le distène, la courbe de distène s'arrête assez tôt, parce qu'en fait le distène n'apparaît que tardivement par rapport à la température, l'augmentation de température. Donc voilà un exemple. Voilà un autre exemple, avec toujours ici qui est intéressant, c'est donc la zone d'anatexie avec la fusion partielle. Vous voyez des limites relativement régulière de domaines de stabilité des minéraux. Alors ici, vous avez deux autres notions, l'épizone, la mésozone, la catazone. On peut se douter qu'épizone, c'est du métamorphisme plutôt faible, mésozone un peu plus important, et catazone, c'est un métamorphisme très important, notamment au niveau de température. Voilà l'explication en conclusion. On a vu qu'il y avait des raccourcissements, on a vu qu'il y avait des empilements, on a vu qu'il y avait un épaississement, on a vu tout ça, et puis on a vu des roches qui avaient subi une hausse de température. Eh bien, la question qui se pose, c'est quelle est l'origine de cette hausse de température? Eh bien, ces empilements vont faire que on sait que la croûte et par exemple, on sait que les mineurs qui vont travailler dans des mines de charbon ou autres, ben, plus ils s'enfoncent profondément, plus ils ont chaud, plus il fait chaud. Et donc cette température qu'on va retrouver en profondeur de la Terre, eh bien, elle augmente en gros de 10 à 30 degrés par kilomètre. Donc ce qui fait que si on a une croûte de 30 km, eh bien effectivement, la température à la base d'une croûte, voire à la base d'une lithosphère, est suffisante, généralement, pour que quand il y a un empilement, eh bien, les roches qui se trouvent à l'interface entre le bas de de la couche chevauchante et celles qui se trouvent en dessous, eh bien, les roches qui se trouvent à l'interface eh bien, subissent une température très importante qui explique pourquoi elles subissent un métamorphisme plutôt de type thermique. Basse pression, haute température. Voilà la présentation et l'explication de ce qu'on peut retrouver dans l'épaississement crustal avec les indices, en n'oubliant pas et donc en incluant bien l'indice lié à la pétrologie. Voilà quelques observations qu'on va pouvoir trouver rapidement en TP, en rappelant bien la contrainte. On voit bien que ici la contrainte est bien perpendiculaire à la foliation du gneiss. C'est le cas du gneiss et du micaschiste. Voilà la direction des contraintes. Donc les contraintes sont ici en tout cas de haut en bas, mais on peut avoir bien sûr de gauche à droite. Quelques gneiss, avec notamment celui qu'on appelle le gneiss œillet, qui est un gneiss très particulier, dans lequel on a à la fois cette foliation et des zones, des endroits, souvent c'est le cas dans beaucoup de gneiss, des endroits où il y a une cristallisation de feldspath sous forme beaucoup plus importante, qu'on appelle un œil. Des gneiss à grenat, on verra plus tard que les grenats se produisent à une profondeur beaucoup plus importante, donc il est possible, on verra que des gneiss puissent aller dans une profondeur beaucoup plus forte et non pas subir un métamorphisme de type thermique. Et puis cette roche qu'on a déjà vue tout à l'heure qui est un gneiss. Les micaschistes, alors la notion de le mot schiste ne veut pas toujours dire grand-chose, il veut dire que simplement ce sont des fines couches qui sont les unes par-dessus les autres. Ici, nous parlons de micaschiste. Hein. Un schiste peut être aussi une accumulation d'argile qui forme une forme, un schiste. Néanmoins, ici, dans notre travail, on va avoir des micaschistes, c'est-à-dire avec des contraintes
vraiment un métamorphisme et qui va provoquer un aplatissement. En général, les micaschistes sont liés à des éléments de plus de type métamorphisme d'argile, de roche argileuse, plus que de granit. Enfin, pour déterminer, se rappeler, voilà un exemple de dystène au microscope. Attention, ça s'appelle des fois la kyanique, donc vous pouvez voir un K dans certains diagrammes. On reconnaît souvent le dystène par ses plans de clivage très remarquables, très parallèles. L'andalousite, c'est un parallélépipède, alors vraiment il est assez caractéristique aussi, avec quelques plans de clivage ici et puis cette sorte d'emboîtement. Et enfin la silimanite, ce sont plutôt genre de cheveux, de cheveux ébouriffés, de, de petites baguettes en longueur qu'on différenciera euh, de la muscovite, hein, de la biotite, pardon, qui est plus sombre. Donc voilà, et avec ces petits plans de clivage qui se trouvent au milieu des minéraux de silimanite. Donc les silimanites, c'est plutôt des cheveux, donc comme des pics allongés. Donc concernant les exercices que nous avions à travailler, qui sont intéressants autour du métamorphisme, on en a un qui est intéressant, c'est le métamorphisme de la Rance. La Rance qui se trouve donc près de Saint-Malo présente un métamorphisme très intéressant puisqu'en fait vous avez des sortes de zonations avec ici des migmatites, ici des gneiss et ici des euh, schistes, des micaschistes. Avec leur composition qu'on a ici, hein, la micaschiste avec de la cordierite, ici aussi de la cordierite, et de la silimanite pour le schiste, enfin pour le gneiss G2. Donc il nous a présenté aussi que le protolithe de M1 est plutôt de type argileux avec des petits grains et le protolithe de G1 du gneiss numéro 1 est plutôt de type gros grain, type ou grès ou sable. Donc il nous est posé comme question déterminer les domaines de stabilité. Eh bien, on va pouvoir identifier M1, G1 et G2 en fonction des différents éléments. Les deux ici ont de la cordierite et celui-là, il a aussi de la silimanite. Donc, obligatoirement, il se trouve ici. Il n'a pas d'andalusite et donc il se retrouve par ici. Il n'a pas de muscovite. Donc il a le G2, il se trouve avec de la muscovite. Et par contre, en revanche, il se situer dans la zone ici. A priori, on n'a pas d'indication supplémentaire de savoir s'il est plutôt dans cette portion-là ou dans celle-ci. Ceci étant, ce n'est pas un problème. Ensuite, une fois qu'on a déterminé, eh bien, on peut expliquer pourquoi il y a une différence entre G1 et M1, bien surtout lié aux grains qui étaient les éléments constitutifs du protolithe. Enfin, on observe ce qui s'est passé avec les différents domaines. Eh bien, on a un gradient qui va du M1 à G1 et surtout à G2 et qui peut faire penser qu'effectivement, on a un métamorphisme de collision, un ancien métamorphisme de collision qui s'est produit sur cette zone-là avec un enfoncement plus ou moins important des, euh, des roches plus important pour G2. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que les migmatites ont bien sûr eu un enfoncement encore plus important puisqu'on est passé au-delà du domaine d'anatexie en passant ici. Et donc en fait, probablement que on a eu un effet d'augmentation de la température avec des roches qui étaient de plus en plus exposées à la température de la plaque chevauchante. Voilà quelques éléments si jamais ça vous intéresse. Et le deuxième élément qui était utilisable, qui était à travailler, c'est une roche déformée dans le Jura qu'on a déjà vue, mais qu'on revoit ici en termes d'exercice, en n'oubliant pas à la fois la faille, la dynamique et le contexte et la conséquence. Bien, ne jamais oublier quand vous faites un compte rendu de bien identifier ce qui est important. Un exercice qui existe aussi dans le manuel Nathan, qui est très intéressant, avec ici on voit un certain nombre de roches par rapport à un centre ici, et ça vaut la peine de réfléchir à ce qui s'est passé dans cette région
qui peut expliquer cette zonation des roches avec pour aide un diagramme pression-température et les différents éléments, les différents minéraux, justement, avec d'un côté les silicates d'alumine, mais pas que les silicates d'alumine, puisqu'on a d'autres minéraux, type feldspath, type chlorite, type etc. Donc ça vaut la peine de travailler sur cet élément-là. Conclusion, donc le métamorphisme, c'est une transformation à état solide. Les minéraux sont stables dans un domaine de température et de pression, ce qui fait bien dire que les roches qu'on voit aujourd'hui à l'affleurement sont à 100% instables, elles sont en train d'évoluer. On a la chance de pouvoir les interpréter, mais néanmoins, elles sont en train d'évoluer. Les minéraux qu'on a identifiés sont souvent des indices de collision avec chevauchement de plaques qui vont réchauffer les unes les autres. Des expériences en autoclave permettent de déterminer les domaines de stabilité des minéraux, donc de manière expérimentale, et après on va aller sur le terrain pour pouvoir expliquer. C'est un métamorphisme de type basse pression haute température, où la contrainte la plus importante est la température, avec jusqu'à l'anatexie, c'est-à-dire le passage à une fusion partielle de la roche, passage du gneiss à la fusion partielle. Et enfin, on verra ça plus tard à la fin, que l'érosion permet de remettre ensuite ces différentes productions, type granit d'anatexie par exemple, ou gneiss, de les remettre à l'érosion, à l'affleurement, pour pouvoir identifier et réfléchir sur les contextes géologiques. En conclusion du chapitre 2, qui parlait de raccourcissement, on a bien des indices gravimétriques, on a bien des indices tectoniques, on a bien des indices pétrologiques et minéralogiques qui nous indiquent que les reliefs des chaînes de montagnes sont bien liés à un épaississement crustal et donc une dynamique de convergence et de collision. Donc on a fini ce travail sur le chapitre 2. Nous allons passer au chapitre 3 qui lui va aller un tout petit peu plus loin sur l'histoire des chaînes de montagnes qui se termine effectivement par une